vais donner la bienvenue à notre premier invité, parce que vous êtes sûrement pressés. Les premiers, donc, j'espère que ton estomac est prêt. Alexis Legault. Le titre, c'est « Unir les peuples ». Voilà. Vous arrivez à lire ou pas? Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, « Unir les peuples par les conflits environnementaux ». Donc, il est candidat à la maîtrise en sciences de l'éducation à l'université Sherbrooke. Il détient un brevet d'enseignement au préscolaire et au primaire, et ses intérêts de recherche portent principalement sur l'éducation à l'éco-citoyenneté. Donc, on le donne la bienvenue et l'espace est à toi, Alexis. Ah oui, on a oublié. Ceci est les pointeurs du pouvoir à utiliser avec modération. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment super heureux d'être ici aujourd'hui pour faire ma présentation sur un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai décidé de faire mon travail de maîtrise. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler de faire une présentation qui s'appelle « Unir les peuples par les conflits environnementaux ». Ça marche très bien. Et donc, je commence avec une petite question simplement à main levée. Je suis curieux de savoir qui ici, à travers l'ensemble de votre parcours scolaire, avez eu la chance de suivre un cours spécifiquement sur l'éducation relative à l'environnement. Je vois donc peu de mains levées. C'est mon cas aussi. Au primaire, pas de cours. Au secondaire, j'ai pas eu de cours non plus. Au collégial non plus. À l'université non plus. Et maintenant, en tant que personne enseignante, on s'attend à ce que je sois en mesure de, malgré ce manque de cours, assurer l'éducation environnementale de la prochaine génération d'élèves, d'étudiants. Et donc, on constate naturellement qu'au Québec, il y a différentes lacunes au niveau de l'éducation à l'environnement, que le milieu scolaire n'est pas en mesure présentement d'assurer cette éducation si fondamentale pour différentes raisons. Par des manques de formation, par des manques de ressources qui sont allouées à cette mission d'éducation à l'environnement, par le fait qu'on a également des problèmes au niveau du programme de formation qui ne donne pas tout l'espace nécessaire pour qu'on puisse être à l'aise d'éduquer à l'environnement les jeunes. Et il y a cette situation un peu ambiguë où on a des personnes enseignantes qui sentent qu'elles doivent jouer un rôle de neutralité complète lorsqu'elles enseignent et donc qui ne se trouvent pas à l'aise à enseigner des notions qui touchent un peu aux politiques naturellement lorsqu'on vient à parler d'environnement puis à ce qu'on devrait faire de ce côté-là. Et donc, il y a cependant une voie d'accès, selon moi, pour faire en sorte que ce milieu scolaire-là, isolé, puisse parvenir à mieux éduquer à l'environnement la prochaine génération. Et donc, il y a le potentiel éducatif des mouvements sociaux, des mouvements environnementaux qui arrivent à ce moment-là. Et donc, ce que moi, j'ai eu la chance de voir, c'est qu'il y a un lieu présentement de convergence où on constate que les groupes écologistes, principalement blancs, non autochtones, donc allochtones, et les groupes autochtones, dans leurs différentes luttes, peuvent se retrouver. Ils se retrouvent généralement autour de cet enjeu-là de protection du territoire, et on observe ces convergences-là à différents niveaux. Je vais y revenir. Et donc, on a, à travers la dernière centaine d'années, grosso modo, au Canada, eu en réalité près d'une centaine d'exemples de luttes environnementales pour la protection du territoire où il y a eu cette convergence-là, cette union-là entre des groupes écologistes et des groupes autochtones. Au Québec, on est dans une réalité assez similaire où on a eu quand même certaines dizaines, et c'est sûrement plus que ce qui est écrit ici, de luttes qui ont amené cette union-là des forces. Je vous parle des premiers peuples, des peuples autochtones. À l'échelle planétaire, c'est grosso modo 5 % de la population, et donc une personne sur 20. Mais ces 5 %-là protègent plus de 20 % du territoire terrestre et protègent 80 % de la biodiversité terrestre sur la planète. Et donc, on ne peut pas se permettre de vivre notre lutte environnementale et notre éducation à l'environnement sans se soucier des réalités des premiers peuples. Je prends la peine de vous mentionner que l'ensemble des photos que vous allez voir pratiquement, c'est des petites photos que j'ai prises sur le territoire Innu, du Nitassinan sur la Côte-Nord. Et donc, j'arrive avec un exemple un petit peu plus concret pour vous montrer
À quoi est-ce que ça peut ressembler? Dans le cadre de mon projet de recherche, j'ai décidé de m'intéresser au mouvement de la Grande Marche pour la protection des forêts. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est particulièrement intéressant pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est un mouvement qui met l'éducation environnementale au cœur de ses priorités. C'est un mouvement qui amène, depuis les tout débuts du mouvement, une collaboration active avec les premiers peuples. C'est un mouvement qui est encore actuel, qui se déroule ici au Québec, et un mouvement qui est naturellement tourné vers la protection de l'environnement, protection du territoire. Et donc, la mission principale de ce mouvement-là, c'est par la protection du territoire, celui de convergence-là, de unir les peuples, d'unir donc les peuples autochtones et allochtones, non autochtones, autour de la protection du territoire. L'étincelle qui a amené ce mouvement-là à naître, c'est simplement le fait qu'on avait depuis plusieurs années un large consensus au niveau de la société civile, communautés autochtones, des municipalités, des groupes communautaires, même des fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui s'entendaient tous sur une centaine de projets d'aires protégées qui devraient être prioritaires dans le sud du Québec. Et donc, naturellement, le gouvernement, quand il a entendu ça, il a décidé de écarter l'ensemble de ces projets-là. Et donc, le gouvernement a décidé de protéger des territoires beaucoup plus au nord, des territoires qui n'ont pas la même valeur au niveau de la biodiversité, pas la même valeur au niveau économique et qui sont beaucoup moins en danger. Et donc, ce mouvement de la Grande Marche s'est mis en branle et ce mouvement-là a porté différentes revendications. La première, c'était naturellement leur revendication forte de protéger les 83 projets d'aires protégées qui avaient été soumis et qui avaient un large consensus. Le groupe demandait aussi de créer un observatoire indépendant de la forêt et de créer une loi qui favoriserait la protection des municipalités dans lesquelles on a déjà un couvert forestier qui est inférieur à la moitié, donc qui est déjà faible. L'événement principal, la Grande Marche, j'assume que certains, à travers le nom du mouvement, vont l'avoir compris, bien, ça a été une grande marche. Mais on parle d'une vraie grande marche, une marche de 40 jours, de plus de 500 km de Ripon en Outaouais jusqu'à la capitale nationale à Québec. C'est une marche qui a été réalisée par une dizaine de personnes bien courageuses, dont un homme de environ 80 ans. Ça dépend à qui on demande. En fait, lui, il disait 80, puis il y en a d'autres qui disaient un petit peu moins. Mais dans ces environs-là, et donc, mais cette dizaine de marcheurs-là, ils n'étaient pas tout seuls. Cette dizaine de marcheurs-là, ils ont réalisé différents arrêts tout au long de leur kilométrage, et dans ces différents arrêts-là, il y a des personnes qui les rejoignaient pour les accompagner. Pour une partie du périple, il y avait des arrêts qui se faisaient pour permettre à des leaders autochtones de prendre parole aussi. Et finalement, il y avait, durant ces 40 jours-là, plusieurs dizaines de manifestations, de marches qui ont été réalisées un peu partout en appui à travers le Québec, et dont certaines dans des communautés autochtones comme Pessamit ou Wendat. La Grande Marche, c'est aussi des activités qui ont été réalisées dans les écoles, avec des élèves de 5e, 6e année, dont cette activité-là qui portait sur la protection des espèces menacées. Et donc, les élèves étaient amenés à choisir une espèce, soit une espèce animale ou une espèce végétale, qui était menacée dans leur région à eux, autour de leur classe. Et l'activité commençait par expliquer, d'abord tout simplement, mais à quoi est-ce que ça sert la biodiversité? Pourquoi est-ce que moi, comme petit enfant de 5e, 6e année, je devrais me soucier de ça? Ensuite, on demandait naturellement de faire une petite recherche sur le sujet. Il y avait un petit concours de dessin accessoire un peu plus ludique et on allait explorer la nature. Parce qu'on le sait, en éducation à l'environnement, une des choses qui est reconnue comme très importante, c'est cette proximité-là. Pour vouloir protéger quoi que ce soit, l'environnement, mais toute autre chose, on doit sentir qu'on a une proximité avec lui. On peut bien le comprendre de manière intellectuelle, mais on doit avoir ce lien-là avec l'environnement qui est nécessaire, et donc on l'assure avec ça. Et il y a eu un cercle de parole qui a été réalisé ensuite, et finalement, cette étape qui est particulièrement importante, en fait, dans tout le processus, c'est l'étape de la diffusion, de l'engagement du jeune, parce que je vous en parlais de la portion politique de l'éducation à l'environnement, ça fait partie de ça. Et donc, on permettait à ces jeunes-là de s'exprimer, de partager l'ensemble de leurs réflexions et de le partager pas juste à l'intérieur de la classe, mais de l'envoyer dans les familles, grâce à la Grande Marche, de le diffuser dans la société et de l'envoyer à leurs élus régionaux, municipaux aussi, leurs pistes de solutions, leurs réflexions à eux sur ces enjeux environnementaux-là. Et après la Grande Marche,
Donc, ce mouvement-là, ça demeure un mouvement. C'est quelque chose qui est actif. Il y a eu différents gains qui ont été réalisés. Il y a eu certainement plusieurs apprentissages, et ça, c'est ce sur quoi je vais m'intéresser particulièrement dans le cadre du reste de ma recherche à la maîtrise. Et c'est un mouvement qui a partagé une campagne aussi récemment qui s'appelle Unis pour le caribou et qui visait la protection du caribou, qui est une espèce menacée particulièrement importante pour différentes communautés, dont la communauté Innu, laquelle j'ai eu la chance de côtoyer durant quelques mois. Et c'est un mouvement qui est présentement en appui, beaucoup, le mouvement de la Grande Marche, en appui à d'autres luttes qui sont menées, des luttes autochtones, dont les Atikamekw du kilomètre 60, qui se battent pour la protection de leur territoire. Et donc, tout ça, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Ces exemples-là, on cherche des exemples qui sont prometteurs, des exemples qui donnent espoir. Puis pour moi, la Grande Marche, c'est un exemple parmi des dizaines, voire des centaines, comme je l'ai montré plus tôt. Mais c'est un exemple qui nous permet de voir à quoi est-ce que ça peut ressembler une vraie union, une vraie collaboration autour des enjeux environnementaux. Une collaboration avec des écoles, avec des artistes aussi, je ne vais pas vraiment parler, mais il y en a beaucoup d'artistes qui sont engagés dans ce mouvement-là, avec des municipalités aussi. Et tout ça autour de l'enjeu de la protection du territoire, parce que c'est en s'unissant ensemble qu'on peut avoir les leviers nécessaires pour assurer la protection du territoire et qu'on peut unir nos expertises diverses pour l'éducation à l'environnement de l'ensemble de la population. Et donc, je termine ma présentation comme je l'ai commencé sur ce petit mot-là, unir. Et je pense que c'est unir les peuples autour du territoire, mais c'est unir les générations, c'est unir les classes, c'est unir l'ensemble des luttes également. Puis je pense que c'est avec ça qu'on va avoir les leviers nécessaires pour réaliser ce qu'on veut réaliser en environnement. Je vous remercie. Ici. Merci Alexis. Donc pour les 5 minutes de questions, ici c'est les micros de questions. Vous devez venir ici pour poser votre question. Voilà. Très belle présentation, Alexis. Et j'aurais une question plus ou moins reliée, tu sais plus que moi sur ça. J'ai écouté une publicité du gouvernement fédéral qui faisait un rapport sur l'importance des ressources forestières pour l'économie au Canada. Donc, il parlait comment le gouvernement fédéral faisait des efforts pour maintenir les ressources forestières. Est-ce que les programmes, ce type de programmes que le gouvernement fédéral met en place pour maintenir les ressources forestières sont vraiment efficaces? Est-ce qu'ils sont efficaces, mais sont trop petits? Est-ce qu'il manque de détails? Ou c'est vraiment l'application, c'est le programme comme tel qui marche pas? Je vais me permettre de ne pas répondre directement sur l'efficacité des programmes parce que je parlerai un petit peu à travers mon chapeau pour ça. Ce que je peux dire à ce niveau-là quand même, c'est que un des enjeux qui est particulièrement important, c'est la concertation de manière générale pour la protection des différents milieux. Et c'est une des choses qui manque certainement de manière assez cruciale lorsqu'on parle de territoires autochtones. Les communautés autochtones sont pas consultés ou sont consultés lorsque les projets sont déjà menés, lorsque tout ce qui reste à mettre, c'est la petite signature à la fin. Et je pense que ça demande une flexibilité. Les différents programmes qu'on va mettre en place doivent prendre en compte les perspectives autochtones. Et c'est quelque chose qui n'est pas réalisé présentement. Puis je pense que sans connaître le détail de la pertinence des différentes mesures qui sont prises actuellement, je pense que ça demande une concertation qui est plus large et ça demande d'écouter les résultats de cette concertation-là aussi. J'en parlais pour la centaine d'aires protégées. C'est un travail de plusieurs années, de tonnes d'experts qui ont amené le sujet de manière très crédible. Et malgré le large consensus, on a gardé ça à quelque chose de politique. Et donc, c'est une décision qui était politique de protéger un pourcentage qui était assez équivalent, mais sur des territoires qui ne sont pas en danger, sur des territoires qui sont beaucoup moins riches en biodiversité. Donc, je pense qu'il faut donner du poids au questionnement qu'on fait, puis lorsqu'on questionne les différents organismes qui connaissent ça, puis les différents experts, il faut écouter les conclusions de ces rapports-là. Merci Alexis. On a une deuxième question? Oui, donc merci pour la présentation. C'est intéressant de voir un exemple de projet comme la Grande Marche qui peut inspirer différentes personnes à s'impliquer puis à vouloir mettre de l'avant leurs idéaux. Ce que je me demande, c'est, tu commençais la présentation en parlant de l'enjeu pour les enseignants d'être capable de prendre parole puis de
d'enseigner justement les co-responsabilités à leurs élèves. Puis je me demande comment est-ce que tu vois l'accompagnement aux enseignants pour être capable de se greffer, par exemple, à des mouvements comme la Grande Marche ou de s'en inspirer. Comment faire le pont entre les mouvements qu'on retrouve dans la société puis la salle de classe? Je te remercie pour la question. Puis en fait, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse particulièrement pour le reste de mes études supérieures. C'est de regarder justement comment est-ce qu'on peut faire en sorte de créer ce pont-là. Puis c'est quoi les leviers qu'on a pour favoriser le fait que, parce qu'on sait qu'il y a plein d'enseignants qui ont envie de présenter des notions environnementales, mais qui ne savent soit pas comment y arriver parce qu'ils n'ont pas la formation ou se sentent pas à l'aise de le faire. Je pense que la première chose à faire, c'est de déconstruire cette idée-là de neutralité absolue. On n'est pas neutre quand on est enseignant. On présente du contenu avec toujours un angle particulier, qu'on le veuille ou non, et de ne pas présenter les enjeux environnementaux, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait qui va dans le sens du statu quo, qui va dans le sens du système actuel. Et donc, on doit mettre à l'aise le plus possible les personnes enseignantes à présenter des enjeux qui sont éthiques comme ça. Et pour répondre plus directement sur la question, c'est un travail que moi, je vais faire dans les prochaines années, d'aller regarder l'ensemble des exemples qui ont fonctionné, puis de regarder qu'est-ce qui a... En fait, c'est quoi les aspects qui ont fonctionné, c'est quoi les aspects qui ont moins fonctionné. Ce qu'on reconnaît actuellement, c'est qu'il y a une expertise réelle dans l'ensemble, dans une vaste majorité des groupes environnementaux. Il y a vraiment une expertise qui s'est créée avec les années, que ce soit des groupes plus enregistrés, officiels ou des plus petits groupes. Puis je pense qu'il y a une volonté de chaque côté, puis ce qu'il faut, c'est simplement faciliter cette transition-là. Puis une des choses pour laquelle je vais tenter de mettre mon petit grain de sel, c'est justement d'amener quelque chose d'un petit peu plus concret puis d'un peu simple pour expliquer un espèce de petit guide simple pour les personnes enseignantes qui voudraient faire ce lien-là, puis pour les personnes dans les groupes qui voudraient aussi créer ce lien-là, leur faire un petit ABC de comment ça fonctionne. Donc oui, j'ai pas une grande réponse, mais c'est un grand intérêt pour moi. Merci pour ce travail-là de faire le pont. Là. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. On va enchaîner avec la deuxième présentation. Merci tout le monde.